Bonjour, bonjour à tous. Du coup, je vais demander à la régie d'envoyer la vidéo. Attends, non, non, non. À gauche, à gauche. À gauche. À gauche. Là, là, là. Là, là. Ils sortent là, ils sortent. Chut, ils sont là. Attendez. Baissez-vous. Baissez-vous. Tu les vois encore? Mais non, Edouard, Edouard. Faites gaffe. Merci. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez surtout pas. On les a déjà appris. J'étais là, le 7 janvier 2015. Je les ai vus rentrer dans le bâtiment. Je les ai entendus monter dans les escaliers, passer devant la porte de notre agence de presse, qui était située sur le même palier que Charlie Hebdo. Et puis j'ai entendu les tirs. Un bruit sourd, glaçant. Des tirs d'exécution. Et puis, ils sont sortis du bâtiment. Nous nous sommes réfugiés sur le toit, les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Quand ils sont sortis, moi je suis resté. On était quelques-uns à être restés. Et avec certains de mes collègues, on est rentrés parmi les premiers dans la salle de conférence de rédaction de Charlie. Très vite, les premières rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des tweets, à n'en plus finir, sur Twitter, sur Facebook, ça n'arrêtait pas. Nous, on avait vécu l'événement de l'intérieur. Et je vais vous montrer ce qu'on pouvait lire à ce moment-là sur Twitter. On avait des tweets du genre « Mais comment pouvait-il avoir des gilets pare-balles? Ils étaient forcément au courant de l'attaque. » La vidéo du policier mort, impact de balle au sol, pas de mouvement de tête sur un tir à bout portant, pas de sang. Charlie Hebdo, hashtag bizarre. La vidéo amateur était falsifiée. Et puis les rétroviseurs, c'était peut-être pas la même voiture. Il faut savoir que quand on a vu ça, nous, de l'intérieur, on a halluciné. On s'est dit, mais nous qui avions vécu ça de l'intérieur, comment c'est possible que ces rumeurs se propagent aussi vite? Parce qu'elle court très très vite, la rumeur. Une fake news circule 6 fois plus vite qu'une vraie information, à en croire une étude américaine. Et en réalité, on est tous exposés. C'est pour ça qu'avec une amie, on a commencé à intervenir dans des collèges et des lycées pour essayer d'apprendre aux jeunes comme vous à déjouer les pièges de la désinformation. On a créé une association qui s'appelle Fake Off et qui nous tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, il y a 80 journalistes et on intervient dans 17 départements auprès de 10 000 élèves. Et ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'en réalité, on peut tous tomber dans le panneau des fausses informations. Et ça, ce n'est pas dû du tout à une question d'intelligence, absolument pas. C'est en partie dû au fonctionnement de notre cerveau. Et je vais essayer de vous l'expliquer aujourd'hui. En réalité, on pense tous qu'on voit le monde avec nos yeux. On ne voit pas le monde avec nos yeux, on voit le monde avec notre cerveau. Le cerveau, c'est un centre de traitement de l'information qui décide à un moment donné des informations qui sont, des informations qui sont importantes pour nous et celles que l'on va mettre de côté. Et en fait, si on fait ça, c'est parce que
on adopte un truc qui s'appelle les modèles heuristiques. C'est un procédé que je vais essayer de vous expliquer. Les heuristiques, c'est un truc très simple. Quand vous serrez une main à votre pote, votre cerveau n'est pas en train de se dire « Tiens, je vais calculer le sinus, le cosinus, la tangente, etc. » Il va se dire quoi? Il va se dire « Tiens, Sylvain a serré plein de mains dans sa vie, je sais à peu près comment ça marche. » Et il va tendre la main. Quand vous faites une pizza, par exemple, en cuisine, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de connaître au gramme près la farine, la quantité de farine, la quantité d'eau. Par contre, vous en avez fait quelques-unes, donc votre cerveau va s'adapter et va savoir à peu près comment ça fonctionne. Et pour vous montrer de manière très concrète comment fonctionnent les heuristiques, je voulais qu'on se livre tous à une petite expérience. Je vais vous montrer des photos. Bon, ça serait cool que vous participiez parce que sinon je vais vraiment avoir l'air bête sur cette scène. Je vais vous montrer des photos et j'aimerais que vous répondiez à mes questions de manière très rapide, sans réfléchir. Vous êtes OK? Première question. De quelle couleur est le nuage? OK. De quelle couleur est cette feuille A4? OK. De quelle couleur est le coton? OK. Que boit la vache? Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu pas mal de réponses de personnes qui disaient du lait. Et d'ailleurs, celles qui ont dit de l'eau ont mis un tout petit peu plus de temps à répondre. Comment ça se fait? C'est simplement parce que votre cerveau fonctionne par association d'idées. Quand je vous dis blanc, liquide, vache, vous vous dites automatiquement, le cerveau va produire une réponse qui va être le lait. Et je vous rassure, si vous répondez aussi rapidement ça, c'est que votre cerveau fonctionne bien, déjà. Et ça, c'est très important parce que ce qui se passe là, ce qu'on vient de faire, c'est exactement ce qui se passe quand vous consultez des articles de presse, quand vous lisez, que vous regardez une vidéo, que vous lisez des news. En fait, on ne raisonne pas de manière objective, mais on raisonne de manière motivée. C'est-à-dire qu'on est en permanence, constamment, en train de se convaincre, de renforcer nos a priori. Et c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est un peu technique, mais c'est intéressant, vous allez voir. Les biais cognitifs, c'est les erreurs du cerveau, et il y en a à peu près 250. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Ce qui fait que quand vous allez lire un article qui va globalement dire ce que vous pensez, vous, au fond de vous, qui va confirmer votre croyance, vous allez avoir tendance à le croire beaucoup plus qu'un article qui va aller contredire ce que vous pensez. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et ça fonctionne pour tout. Si, par exemple, vous êtes contre les OGM, vous allez lire un article qui va venir faire de la publicité pour les OGM et vous allez le mettre de côté, vous allez dire « c'est pas intéressant ». Et le biais de confirmation, c'est exactement ce qui s'est passé pour cet homme. C'est-à-dire que cet homme qui partait en voyage en Écosse retrouver sa femme, en fait, tout le monde l'a pris pour cet homme, Xavier Dupont de Ligonnès, qui en fait était un suspect recherché pour avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Les news, peut-être probablement vous à un moment donné, tout le monde s'est fait l'écho de ça, parce que tout le monde voulait voir Xavier Dupont de Ligonnès. Et en réalité, cela montre bien que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que nous sommes. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. C'est-à-dire que quand vous allez aujourd'hui trouver des réponses à vos questions, vous allez sur Internet, vous tapez, et je le fais aussi, vous tapez une question et vous attendez la réponse, et les premières réponses qui apparaissent, que les algorithmes mettent en avant, ce n'est pas les réponses les plus pertinentes, c'est les réponses qui recueillent le plus d'audience. Et donc, on devient petit à petit expert d'un sujet et on commence à s'auto-croire qu'on a raison. Et d'ailleurs, il y a 2 chercheurs qui ont étudié ce processus qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Si vous regardez la courbe, vous avez en fait cette petite courbe bleue vous allez voir, c'est assez intéressant. Quand vous prenez un sujet, vous êtes débutant. D'un côté, vous avez la confiance, de l'autre, les compétences. Quand vous prenez un sujet que vous ne connaissez pas, vous commencez à avoir grave confiance. Vous vous dites, je connais tout sur ce sujet. Et vous atteignez ce que les chercheurs ont appelé la montagne de la stupidité. Puis petit à petit,
vous vous renseignez, vous vous rendez compte que ce que vous croyez n'était peut-être pas réel et vous redescendez, vous baissez en confiance et vous atteignez la vallée de l'humilité. Puis, il y a un autre effet, c'est qu'à un moment donné, quand vous emmagasinez des connaissances, eh bien vous reprenez confiance et vous remontez vers la montagne de la stupidité parce que vous avez un excès de confiance en vous et vous faites ce qu'on appelle, vous avez un biais de surconfiance. C'est ce qui s'est passé, je pense, vous l'avez tous vécu au moment du Covid, quand vous aviez tous les gens autour de vous qui vous envoyaient des trucs, des études scientifiques, alors qu'il n'y avait personne autour de vous qui peut-être n'avait fait d'études scientifiques, mais qui vous envoyait des trucs très compliqués sur des études en double aveugle, l'effet de l'hydroxychloroquine, etc. Et donc, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Et d'ailleurs, il y a un site que j'aime beaucoup qui a essayé de faire justement des liens de corrélation avec des choses qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, on peut voir qu'il y a... Donc ça, vous avez les cas de Covid en fonction du nombre de McDonald's dans les pays. Et vous voyez que si on tirait des conclusions très rapides, on pourrait se dire, en fait, très clairement, le nombre de McDonald's a un impact sur les cas de Covid. De la même manière que là, ça c'est le nombre de personnes qui sont tombées d'une piscine et qui sont mortes en tombant d'une piscine et le nombre d'apparitions de Nicolas Cage dans des films. Si vous regardez les deux courbes, elles sont quand même assez similaires. On pourrait tout à fait se dire, est-ce qu'à chaque fois que Nicolas Cage apparaît dans un film, il y a des gens qui se jettent dans une piscine? Je ne pense pas. Le problème, c'est que tous ces exemples peuvent peut-être nous faire sourire, mais en réalité, elles peuvent avoir aussi un vrai danger pour la société. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais beaucoup de gens ont essayé de s'auto-soigner, s'auto-guérir pendant le Covid. Et il y a plus de 300 personnes qui sont mortes après avoir bu du méthanol contre le coronavirus. De la même manière que pendant les élections américaines, il y avait Hillary Clinton et Donald Trump et qu'ils s'envoyaient des coups en permanence dans les médias. Et il y a une rumeur qui a circulé comme quoi le directeur de campagne d'Hillary Clinton était à la tête d'un réseau pédophile dans une petite pizzeria de Washington. Et cette rumeur a circulé si bien qu'un jeune homme de 28 ans a pris la route, a traversé la Caroline du Nord, a fait 500 km avec des fusils d'assaut dans son coffre et a carrément été vérifié sur place et a tiré dans cette petite pizzeria en se rendant compte que finalement dans cette pizzeria, il n'avait pas de sous-sol. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les fake news? Tous à notre échelle. Déjà de raisonner plutôt comme un détective que comme un avocat. C'est-à-dire que quand vous avez face à vous de l'information, d'essayer d'aller chercher des preuves, de multiplier les sources, d'aller chercher plein d'articles, de raisonner comme un détective. Un avocat va plutôt aller chercher des éléments qui vont confirmer sa thèse, qui vont aller défendre sa thèse. Donc vous avez l'impératif d'essayer d'aller chercher un petit peu partout. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans l'association, avec des jeunes de votre âge. Au lieu d'affirmer des choses sans savoir, ce qu'on fait, très simplement, c'est qu'on enquête. On enquête sur le terrain. Et on a mis au point une méthode qu'on appelle la méthode STAR. C'est quelque chose qui est assez facile à enregistrer. La méthode STAR, c'est en fait déjà, dans un premier temps, de regarder les sources. D'essayer de voir quand... vous voyez une vidéo, un article, qui vous parle? Est-ce que ces sources sont fiables? Le deuxième élément, c'est le travail. D'évaluer le travail qui a été fait derrière une enquête. Est-ce que les personnes dont on parle, elles ont été contactées ou pas du tout? Troisième élément, les auteurs. Quelle légitimité a la personne qui me parle? Et est-ce qu'un professionnel qui est reconnu par ses pairs, est-ce que c'est quelqu'un de légitime? Et ensuite, la rigueur. Un article sérieux et très précis, donc avec des dates, avec des noms, et surtout un article est normalement signé. Il faut que cet article-là soit signé, sinon ça veut dire déjà, ça doit vous mettre en warning en vous disant il y a peut-être quelque chose d'étrange. Et le plus important, c'est de vous méfier de vous, de douter en permanence, de cultiver le doute, parce qu'en réalité, on se trompe souvent sur les sujets dont on pense être le plus certain. Ça, c'est vraiment un élément très important. Il faut avoir une espèce de souplesse, de flexibilité mentale qui vous permette de vous dire « peut-être que je me trompe ». Et je vais finir par une citation que j'aime beaucoup d'un neuroscientifique qui s'appelle Albert Muckeiber qui dit « finalement, réfléchir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que réfléchir, ce n'est pas juste une façon élégante de changer d'avis ?» Merci à tous.